Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Tourbillon de Abdel Hakim, chapitre 6. La nuit a étendu ses ombres sur toute la ville depuis bientôt 5 heures. Partout, le sommeil a déjà enveloppé les paupières, plongé les habitants dans les rêves les plus profonds. Chez les Oulatunji, seule une personne n'arrivait pas à trouver le sommeil. Abake avait essayé de dormir, d'évacuer de sa tête ce passé stressé d'images nostalgiques, mais impossible. Non, elle ne pouvait pas fermer l'œil. Devant le miroir où elle s'était longuement attardée, elle avait cherché à comprendre les raisons pour lesquelles sa vie sentimentale était si calamiteuse. Elle se demandait pourquoi elle devait essuyer échec sur échec. Et pourtant, les perspectives avec Ola semblaient sereines. Leur amour réel, leur engagement ferme, et il a suffi que sa sœur amie débarque pour que tout cela s'écroule. Petit à petit, ses yeux commençaient à s'humecter. Des larmes ont jailli et roulèrent comme de petits grains de maïs sur ses joues. Elle n'essayait même pas de les essuyer. Face à elle-même, face à son drame, il fallait qu'elle vive ses émotions jusqu'au bout. Après quelques instants, elle se leva, le visage toujours baigné de larmes, puis se dirigea vers la porte de la chambre qu'elle ouvrit pour déboucher sur le couloir devant elle. La cuisine, sa silhouette longiligne se glissa par la porte ouverte. Il n'y avait pas de lumière, mais par la baie vitrée, un reflet de lune s'y était introduit, éclairant de manière diffuse l'intérieur de la pièce. La jeune femme regarda autour d'elle, resta debout un moment, comme si elle réfléchissait, puis brusquement se précipita sur un des tiroirs du levier et en sortit un couteau de table. La lame de l'orger brilla, amplifiant son volume tel du métal récemment aiguisé. Un sourire désespéré lui parcourut les lèvres, puis elle sortit de la cuisine. Abbé dormait en ce moment dans le séjour. Elle était revenue tardivement de la ville et s'était rassurée de l'endroit où son fils dormait. La chambre de sa grand-mère, elle avait voulu regarder la télé, mais s'était effondrée dans le canapé, absorbée par un sommeil de plomb. Mais les va-et-vient d'Abaké la fille sursautait, surtout lorsqu'un bruit fort évoquant la chute d'un corps se produisit dans sa tête, dans la maison. Abbé ouvrit les yeux, les referma, puis les rouvrit, les oreilles tendues. Le bruit provenait de la chambre de sa sœur. Elle se leva brusquement, s'engagea dans le couloir et gagna la pièce d'Abaké. Ses doigts pressaient l'interrupteur incrusté dans le mur et une lumière vive inonda l'intérieur. Mais il n'y avait pas la moindre ombre de sa sœur. Intriguée, elle balaya des yeux toute la chambre puis s'orienta vers la salle d'eau. Abaké, appela-t-elle. Personne ne lui répondit. D'une main tremblante, elle saisit le poignet de la salle de bain et ouvrit la porte. Ici aussi, une grande obscurité enrobait la pièce, mais on y entendait un bruit d'eau. Sans doute un robinet mal fermé. Abaké appela encore une fois la jeune femme. Aucune réponse. Abbé tendit la main et cliqua sur l'interrupteur. Du plafond jaillit une lumière blanchâtre. La jeune femme découvrit alors un spectacle macabre. Abaké était là dans la baignoire, nageant dans une mare de sang. Elle était étendue, les yeux hagards, les jambes presque pantelantes. Son bras gauche posé sur le rebord interne de la baignoire laissait échapper un filet de sang. Elle s'était ouvert les veines. Le sang mélangé à l'eau du robinet dont elle avait laissé un jet se goûter avait tout rougi. Paniqué, Abbé s'approcha, se pencha sur sa sœur, la toucha. Abaké, la secoua-t-elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Mais Abaké était déjà dans un autre monde et ne pouvait plus lui répondre. Alors, prise d'une rage insensée, elle se mit à crier. Elle hurla du plus profond de ses entrailles. Le soleil était matinal. À peine 6 heures sonnaient qu'il s'était déjà pointé dans le ciel, dorant de son rayon timide les nuages qui tapissaient l'horizon est. La journée s'annonçait ensoleillée. Mais pas l'humeur des deux femmes, Abbé et sa seconde mère, encore appelée grand-maman. Elles avaient le visage assombri, les gestes lourds, la respiration difficile. Assises l'une à côté de l'autre sur le banc de la salle d'attente de l'hôpital, Hubert Kotoukou, Maga, elle, guettait l'arrivée du docteur qui s'était occupé toute la nuit d'Abaké. Elles étaient arrivées presque en pleurs avec le corps inanimé
d'Abaké à bord de la voiture familiale que la mère avait conduite, dans la nuit comme une écervelée. Heureusement pour elle, la blessée avait été tout de suite prise par une équipe de nuit. Et depuis, le balai des urgentistes n'avait cessé. Les deux femmes priaient tous les dieux pour que Abaké s'en sorte. Elle avait bien raison. Quelle version donnerait-elle aux gens si jamais elle mourait? Que dire aux autres parents? Que par la faute d'Abbé, elle s'était suicidée? Qu'à cause d'un homme, le malheur s'est produit dans la famille? Honneur ou honte? Elle en était là à se poser toutes sortes de questions quand, soudain, le médecin de garde apparut. Il venait de sortir de la chambre où Abaké avait été admise. Abbé et grand-maman se levèrent aussitôt. Comment va-t-elle, docteur? S'enquit sur le champ la mère de la malade. Elle répond déjà au traitement, madame, répondit le médecin. Les deux femmes se tournèrent vers le ciel et se frottèrent les mains de soulagement. Le médecin reprit à l'endroit de la vieille femme. Quand est-ce que votre mari va revenir de voyage? Abbé trouva la question étrange. Docteur, releva-t-elle, y a-t-il un problème? Pourquoi demandez-vous papa? Votre sœur a perdu beaucoup de sang et il faut la transfuser au plus vite, avec un donneur immédiatement disponible. C'est exact. Je suis volontaire, docteur. Le docteur la regarda pendant un long moment et fit. Dans ce cas, venez avec moi pour qu'on contrôle votre groupe sanguin. La jeune femme se tourna vers grand-maman qui lui tapota l'épaule en signe d'encouragement et de remerciement. Abbé respira profondément et suivit les pas du médecin. Seuls les yeux fixés sur la porte derrière laquelle avait disparu sa fille, la vieille femme ne sut quand les larmes s'étaient mises à lui embuer les yeux. Lentement, elle regagna son siège et se mit à pleurer pour de bon, en répétant inlassablement: Dieu, pourquoi c'est à ma fille? Pourquoi c'est à ma fille que cela arrive? Ainsi, sur ces questionnements se termine notre chapitre. Que dire? Que dire? Lorsque Abaké se posait ces questions de savoir pourquoi est-ce à elle que ça arrivait, je disais, désolée ma pauvre Lucette, ne te victimise pas. Et c'est vraiment ce qui nous arrive. Lorsque tout ne tourne pas rond, on se pose la question, mais suis-je maudite? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais c'est comme ça la vie, ma pauvre Lucette, pourrais-je le dire. C'est comme ça. C'est pas que c'est forcément à toi, mais c'est comme ça. C'est le destin, c'est ton destin, c'est comme ça. Mais elle aurait dû être forte. Moi, je pense que là, elle n'a pas été forte. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que tout se passe dans ta tête. Tout le film défile de toute ta vie ou de toute ta jeunesse jusqu'à l'instant T. Tu te dis, mais merde, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Comment font les autres pour que cela ne leur arrive pas? Et des idées négatives te prennent la tête. Mais je pense qu'elle aurait dû lutter, elle aurait dû faire tout pour ne pas attenter à sa vie. Mais il y a une chose aussi que je remarque. À chaque échec, sa sœur Abbé est toujours présente. Je ne sais pas, mais bon, ça me parle, ça me dit des choses dans la tête, je ne sais pas. Mais j'espère que Abbé n'y est pour rien. En tout cas, je pense que la suite de la lecture de ce roman nous fera comprendre plein de choses. Et vous, qu'avez-vous pensé du comportement d'Abaké? Avez-vous trouvé juste le fait qu'elle veuille attenter à sa vie? A-t-elle été pour vous lâche, faible? Aurait-elle dû lutter ou bien, je sais pas moi, être forte et passer à autre chose? J'attends vos impressions afin qu'on puisse interagir sur ce chapitre. Sur ce, bye!